parler avec nous, notre prochain grand témoin, le présenter en quelques lignes, un pédigré un peu large et compliqué à présenter et à résumer. 3 vies professionnelles. Il a d'abord dirigé des activités, notamment de Saint-Gobain, en Europe et puis en Europe centrale. Il a été conseiller industrie et énergie au sein de plusieurs cabinets, notamment au sein du cabinet présidentiel entre 2012 et 2014. Je parle sous son contrôle, il me corrigera au besoin. Aujourd'hui, il fait partie du réseau PwC en charge de la coordination des accompagnements liés aux politiques industrielles, à la souveraineté économique, et à la sécurité des approvisionnements. Il est le co-auteur de Vers la Renaissance industrielle, paru aux éditions Maribé, pour être tout à fait complet, en juin 2020, et plus récemment, en mai 2023, de Néo-industriel, l'avènement de notre Renaissance industrielle, paru aux éditions Les Déviations, en mai 2023. Merci donc d'accueillir notre prochain grand témoin, Olivier Youancy. Et bonjour mon cher Olivier, merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un vrai plaisir intellectuel d'ailleurs que de pouvoir échanger avec vous pour ouvrir cette journée, puis dans le sillage très heureux d'ailleurs des propos du président du pôle MC2 et bien sûr du maire et vice-président du conseil régional des Pays de Loire. D'abord, peut-être nous dire finalement, et en quelques mots, de manière très, très subjective, et assumer quelle est votre définition à vous, très personnelle, de la résilience industrielle. Racontez-nous. Alors d'abord, bonjour, et puis merci de votre invitation, cela m'honore. Alors, la résilience, comment je la vois? Je pense qu'il faut tous qu'on assume quelque chose qui est une évidence, c'est qu'on est en train de changer de ce que j'appelle de paradigme, de monde, de projet de société. On a passé quelques décennies à être dans une société finalement de la consommation, voire de la consommation de masse, et où on a essayé tous, industriels, mais le système économique globalement, d'optimiser les prix pour avoir plus de pouvoir d'achat. Eh bien, ce monde semble être terminé en tant que paradigme, et on est en train de basculer vers un nouveau monde. Alors, il n'a pas encore de nom. Parler de la société de consommation, là tout le monde se donne une image, le nouveau monde qui est en train de naître, il n'a pas de nom, il tourne autour de 2 valeurs, environnement et souveraineté, de manière évidente. Et ce qui est assez marquant dans cette transition, dans ce passage d'un monde à l'autre, c'est qu'on est en train de le faire un peu de manière schumpeterienne, c'est-à-dire avec un phénomène assez violent de destruction-création. Et finalement, pas de planification, pas d'anticipation. Je vais vous donner 2 éléments de réflexion pour illustrer ça. D'abord, c'est la pensée de Michel Serres, le scientifique philosophe français qui est disparu en mi-2019. Et quelques semaines avant sa disparition, il faisait un aveu incroyable en disant que sa profession, les philosophes, avait raté le coche. Le monde qui est devant nous, celui des limites planétaires, celui du retour de la géopolitique, était quelque part une évidence et il ne l'avait pas pensé. Il ne l'avait pas réfléchi. En fait, on s'engage dans ce nouveau monde, si vous me permettez l'image, sans le contrat social de Rousseau ou bien le petit livre rouge pour d'autres pays qui ne nous ont pas concernés. Mais il y avait un guide, il y avait un corpus philosophique collectif dont nous ne disposons pas. Et donc, on s'engage dans un virage sans guide. Et juste pour une illustration concrète qui va vous parler, on décide d'arrêter la motorisation diesel en 2035. Ce n'est pas dont acte. Il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent dans cette filière en France. On ne s'est pas préoccupé de la transition sociale que ça voulait dire pour eux. Voilà typiquement une illustration des types de changements qui vont être devant nous. Et donc la question qui se pose, alors il y a une question sociale, collective, comment on aborde ça? Et puis la question qui se pose pour les industriels, c'est de se dire, mais comment je vais assurer la pérennité de mon entreprise dans un virage aussi important et où je n'ai pas finalement de guide, de perspective qui me permettent de fonder une stratégie avec une certaine assurance. Alors vous avez cité effectivement Michel Serres, Rousseau également. Alors, au-delà de la démarche évidemment intellectuelle et philosophique, vous prétendez justement ce changement de paradigme, de cette société post-industrielle vers une économie de la souveraineté résolument tournée vers l'environnement. C'est ce que nous allons pleinement, en tout cas, tenter d'incarner aujourd'hui à travers nos grands témoins. Quels indicateurs, monsieur l'enseignant, parce que vous êtes aussi un pédagogue, j'ai oublié de le mentionner dans la présentation effectivement de votre parcours, mais quels sont les indicateurs très concrets qui vous permettent justement d'affirmer ce changement de paradigme? D'abord, je pense que la première chose, ce n'est pas une volonté, c'est qu'on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix parce qu'avec 6 des 9 limites planétaires qui sont dépassées, si on veut préserver un tant soit peu notre culture, notre mode de civilisation, on peut mettre de côté la consommation, mais il y a quand même d'autres valeurs que nous véhiculons, eh ben, il va bien falloir gérer ça. Et puis on n'a pas le choix face à des ensembles comme la Chine ou les États-Unis. Si on veut préserver la maîtrise de notre destin, nous n'avons pas le choix que de nous réengager dans des sujets de souveraineté. Alors si on veut des indicateurs assez simples, je pense qu'on est en train de les construire. Encore une fois, il n'y a pas eu de réflexion assez anticipée. Donc aujourd'hui, quand on parle environnement, on parle sans doute beaucoup décarbonation, qui est l'un des grands enjeux que les entreprises rencontrent. Demain, ça ira sur le cycle matière de manière à peu près certaine. Économie circulaire, recyclage, démontage, réparabilité de vos produits. Ça, ce sera le deuxième indicateur à venir. Et puis, en termes de souveraineté, je pense qu'aujourd'hui, on a un indicateur qui est d'ailleurs exécrable en France, qui est notre commerce extérieur. C'est quand même le premier indicateur de notre capacité à limiter nos dépendances économiques. Et demain, si vous voulez vous préparer dans votre réflexion, je pense qu'il est en train de naître une réflexion sur les biens et services essentiels. Alors, on a dit pas de décroissance, néanmoins, on va avoir besoin de définir collectivement quels sont les biens et les services essentiels dont nous avons besoin pour assurer notre souveraineté et la préservation de valeurs essentielles dans un monde qui va devoir devenir de plus en plus sobre. Voilà, donc aujourd'hui des indicateurs, je dirais, de premier rang, CO2, commerce extérieur, et demain, beaucoup plus cycle de la matière, besoins et services essentiels. Alors, mon cher Olivier, justement, on parle d'indicateurs. Vous avez évoqué la notion de souveraineté à l'instant. On l'a largement mentionné, notamment post-Covid ou pendant le Covid. Un autre indicateur qui m'intéresse, qu'on aime bien les chiffres quand on est journaliste économique notamment, 13,3%. Ça, c'est ce que représente l'industrie dans notre PIB. Concernant l'industrie française, qui peut durer ou qui devrait devenir un instrument crédible au service de notre souveraineté économique. Comment est-ce qu'on fait à 13,3 pour être crédible face au reste de l'Europe et au reste du monde? Alors d'abord, vous êtes généreux parce que ce n'est pas vraiment 13,3. Quand on met 13,3, on met dedans l'énergie, les déchets, la gestion de l'eau. Et si on regarde purement l'industrie manufacturière, c'est-à-dire celle qui produit des produits que nous avons dans notre quotidien, on est à peu près à 10%, même un peu en dessous. La moyenne européenne est à 16% et l'Allemagne est au-dessus de 20%. Ça veut dire qu'on est derrière Chypre, la Grèce, enfin, ça Alors, ressemble à ça à peu près, non? Exactement, c'est-à-dire qu'en Europe, les seuls pays qui sont derrière nous avec cet indicateur de part de manufacturière dans le PIB, c'est Luxembourg, Malte, Chypre et la Grèce, je crois, ce qui nous donne quand même un élément de comparaison assez sidérant. Voilà. Donc on en est là. Alors pour refaire une crédibilité, on a aujourd'hui une politique, il faut quand même la saluer, extrêmement forte sur tout ce qui est les innovations de rupture, l'excellence, avec France 2030. C'est 54 milliards d'euros affichés sur une dizaine d'années. Il y en a la moitié pour la recherche, la moitié pour le développement industriel. Globalement, on peut dire que ça fait 1,8 à 2 milliards d'euros d'argent injecté dans une certaine industrie, celle qui est, encore une fois, d'innovation de rupture en France. Et puis, il y a un deuxième pilier qui est un peu oublié. Alors, je précise, sur le premier, on a quantifié, ou on a essayé de quantifier le potentiel en termes de création d'emplois. 450 000 emplois potentiels derrière France 2030, emplois industriels. Voilà. Et puis, il y a un deuxième pilier qui me paraît être un peu le pilier oublié. C'est qu'on a plein de PMI dans nos territoires. Elles ont du mal à accéder à France 2030, trop compliqué, trop exigeant. Elles font de l'innovation, mais ce n'est pas forcément de l'innovation de rupture à chaque fois. Et celles-là, elles ne sont pas accompagnées, alors que leur potentiel en termes de création d'activités, donc pour rejoindre les niveaux qu'on a évoqués, est à peu près équivalent à 450 000 emplois. Donc si on veut reconstruire cet outil productif, il va nous falloir marcher sur deux jambes. Et encore, je dis bien deux jambes. Je ne dis pas qu'il faut prendre l'argent de France 2030 pour le mettre dans les territoires. Je dis qu'il faut faire les deux. On a un défi technologique qui est certain, auquel on est en train de répondre. Et puis, on a un défi de densification de notre tissu productif, auquel on ne répond pas vraiment. Et si on arrive à faire ces deux jambes, on se rapprochera à l'échelle de 10 ans, peut-être un peu plus, de la moyenne européenne. Je dis bien, on se rapprochera doucement. Voilà, c'est à peu près les éléments.
Maintenant, vous m'avez demandé être crédible. Alors, quand on part de si bas, je ne sais pas comment on va faire pour être leader. Je vous le dis de manière un peu franche. Sur certaines niches, on va y arriver, mais on part quand même de très très loin. Et pour moi, l'objectif principal de refaire cet outil productif, alors on a parlé de l'environnement, on a parlé de la souveraineté, mais c'est de faire cohésion. On a parlé des crises qu'on a traversées, hein. Moi, celle qui m'a marqué le plus, c'est les gilets jaunes, parce que c'est une crise interne à notre pays, à notre communauté. Elle a marqué le fait qu'on était dans une société qui était fragmentée, qui était fracturée. Alors il y a des fractures sociales, il y a des fractures territoriales. Là, c'était plutôt la fracture territoriale qui a joué. Et l'interrogation qu'on peut avoir, c'est dans le changement de paradigme, dans les grands virages, dans le changement de société qu'on est en train de vivre, comment on va pouvoir l'affronter si on est une société, un pays fragmenté, divisé. L'environnement va avoir un coût. Ça va demander un effort considérable financier, mais aussi dans nos habitudes. La souveraineté a un coût. Regardons le coût de l'énergie, de ce qui s'est passé après la crise de l'Ukraine, juste pour illustrer ça. C'est des efforts collectifs qu'il va falloir faire. Si vous avez les métropoles qui regardent de haut les territoires et les territoires qui continuent à se sentir les laissés pour compte de l'histoire du pays, dans ces cas-là, on va avoir beaucoup de mal à faire face à ces transformations. Et pour moi, l'industrie, sa première valeur, alors on parle de l'environnement et la réponse technologique aux enjeux de l'environnement, on parle de la souveraineté, mais c'est surtout de rattacher les territoires au récit économique national, de recréer de la valeur ajoutée auprès des villes moyennes, des carrières, reconnecter ces villes à la transformation digitale. Une usine aujourd'hui, elle est 4.0 ou elle n'est pas parce qu'elle n'est pas compétitive. Une usine aujourd'hui, elle est verte ou elle n'est pas, où ses produits se feront jeter du marché. Et donc, remettre de l'industrie dans nos territoires, c'est les reconnecter aux grandes transformations de notre société quand ils en avaient été écartés par la mondialisation. Et c'est un superbe outil de cohésion qui devrait nous permettre d'affronter un peu mieux, je ne dis pas que ce sera facile, les grandes transformations qui sont devant nous. Et je vais juste faire une petite parenthèse, parce qu'on est en train de réfléchir à quelques-uns là-dessus. On dit souvent que l'industrie, c'est Zola. Alors en fait, Zola décrit plutôt l'injustice sociale. Et il y a un paysage d'entre eux qui est celui de l'industrie. Et donc on a souvent dit, bon ben voilà, l'industrie, lieu d'injustice sociale. Et aujourd'hui, si on pousse la réflexion que je vous propose jusqu'au bout, l'industrie n'est pas le théâtre d'une injustice sociale, mais sans doute l'acteur, l'outil de notre cohésion sociale et territoriale de demain. C'est un changement d'image qui est en cours, qui n'est pas fini, mais qui est absolument essentiel pour son rayonnement. Bon, intéressant évidemment cette dimension sociale de l'industrie comme un acteur de cette cohésion sociale, de cet esprit de concorde et de ralliement de ces territoires oubliés que vous évoquez, notamment en rappelant ce qui a préfiguré en tout cas le mouvement des Gilets jaunes, c'était en novembre 2018, et on sait très bien, on sent très bien que évidemment ces ingrédients, ces ferments restent actifs. Je voudrais qu'on revienne sur la dimension européenne, on l'a un petit peu évoqué, quand on on tente de mesurer l'efficience ou l'efficacité des politiques publiques dans le redéploiement ou la réindustrialisation de notre pays. D'un point de vue européen, si je résume, ou en tout cas international, les Chinois planifient, ont toujours planifié, continuent de planifier plus que jamais. Les Américains subventionnent, financent, et les Européens réglementent. C'est comme ça qu'on pourrait caricaturer, peut-être un petit peu par provocation, notre destin industriel et comment est-ce qu'on fait pour le reprendre en main au niveau de l'Europe. Alors là-dessus, je vais compléter votre paysage et je ne sais pas si j'ai la réponse à votre question. La première chose dont il faut se convaincre, et ça moi met des fois dans une forme de dilemme, c'est que l'Europe est la bonne dimension économique pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. On ne fait pas face à autre chose que des puissances continents comme la Chine ou l'Amérique du Nord. Et donc, la France, avec 3% du PIB mondial, n'est pas à l'échelle pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. L'Europe, avec à peu près 16%, commence à l'être. La véritable difficulté qu'on a, vous avez parlé de l'utilisation de la réglementation, mais je vais aller un peu plus en amont, c'est qu'on a appris à faire converger les intérêts des États membres européens, mais ça prend trop de temps. Et ces intérêts sont divergents sur l'industrie. Je vous rappelle les chiffres, hein. La France c'est 10% du PIB, l'Allemagne c'est 20% de son PIB. Vous comprenez bien qu'avec des outils productifs de cette taille-là, avec une telle différence, les intérêts ne sont pas convergents.
L'intérêt de l'Allemagne aujourd'hui, c'est de l'industrie, c'est sans doute le verdissement, l'indépendance avec le gaz russe, la digitalisation comme tout le monde, ça on l'a aussi, les approvisionnements stratégiques, et prendre un peu d'indépendance vis-à-vis, un peu ou beaucoup d'indépendance vis-à-vis du marché chinois. Nous, on a un autre sujet qui est la quantité, tout simplement. On a un sujet qui est la densité de notre tissu industriel, qui parfois est considéré comme sous-critique. Et ce type de fondamentaux donne lieu à des passes d'armes continues et donc des intérêts divergents. Alors, on a appris en Europe depuis 50, 70 ans à faire converger nos intérêts. C'est bien, le problème c'est que ça prend du temps. Une législation européenne met au minimum 2 ans à naître, peut-être des fois 3, 4, 5. Il y a des exemples fantastiques comme la standardisation des prises électriques, qui est un petit sujet quotidien qu'on n'a jamais réussi à faire depuis 50 ans ou 70 ans. Mais admettons qu'on soit capable de faire une législation rapide, c'est au minimum 2 ans de procédure et 2 ans de mise en œuvre. Le temps européen est à peu près 4 ou 5 ans au minimum. Regardez, imaginez-vous dans 4 ou 5 ans, si on ne change pas les règles du jeu, qu'est-ce que donnera le marché de véhicules électriques entrée de gamme avec les importations chinoises? Et posez-vous la question de la réactivité des États-Unis avec l'Inflation Reduction Act en 6 mois. Donc, nous n'avons pas les outils de réactivité qui correspondent à la temporalité du monde qui est le nôtre. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas exactement, enfin j'ai travaillé pendant 5 ans à la Commission européenne, je n'ai pas tous les éléments de réponse, je fais un constat. L'autre constat qui en découle, c'est que la nature a horreur du vide, et en absence de politique européenne, nous aurons une succession de politiques nationales et des concurrences nationales. On le voit par exemple sur les gigafactories, on se fait une échelle de perroquet de subventions absolument folle, à 40% des fois de l'investissement productif de subventions. On se demande un petit peu où on va. On l'a fait aussi sur des choses peut-être plus symboliques mais moins coûteuses pour le budget, sur les masques ou sur les vaccins il y a quelque temps. Donc on est rentré dans un cycle de concurrence entre les États membres qui risque de fragmenter l'Europe si l'Europe n'arrive pas à accélérer sa gouvernance. Pour moi, plus que les politiques sectorielles, industrielles, approvisionnement dans métaux stratégiques, énergie, etc., c'est l'enjeu de la prochaine mandature européenne qui commencera en 2024. Mais c'est un sacré enjeu. Bon, parce que cette Europe qu'on voudrait voir évidemment accélérer dans ses décisions et ses démarches et ses niveaux d'engagement et de maturité. Sur le plan relatif à la décarbonation, parce qu'il y en a de question évidemment très largement aujourd'hui, 13 émetteurs de gaz à effet de serre, en tout cas on les désigne facilement comme ça, quelques sites industriels ont été notamment dénoncés, approchés, visités par le gouvernement français, qui peut d'ailleurs les aider, je pense notamment à Arcelor dans le nord de la France, qui va abonder à hauteur de 800 millions d'euros sur 2 milliards pour leur transition énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les entreprises et qu'elles restent compétitives? Quel mix énergétique, à quel coût pour rester justement compétitifs, et comment on les accompagne dans leur désintoxication du fossile, Olivier Liantzim? Alors, on est là sur un sujet qui est assez intéressant sur l'image de l'industrie qui a été évoquée tout à l'heure par le maire de La Baule. L'industrie, c'est 20% de nos émissions de CO2. C'est sans doute le secteur qui, depuis quelques années, a fait le plus d'efforts. Et pourtant, c'est sans doute l'un des secteurs le plus stigmatisés sur ce sujet-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, mais il faut d'abord se dire, enfin, il faut commencer par se dire, c'est quand même pas mal, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits. Ensuite, les solutions, elles dépendent de chacune des entreprises. Là-dessus, pour avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans l'industrie comme industriel, un site qui fabrique du verre n'est pas un site qui fabrique des produits plastiques, et la question de la décarbonation va dépendre de chacun des process, et sont des réponses relativement localisées et spécialisées. Il y a une dimension qui nous est quand même commune et qui est absolument critique. C'est que donc il nous faut alimenter cette industrie sur la partie productive par de l'énergie décarbonée. Ce sera sans doute de l'électricité. L'électrification de nos process est un phénomène continu. Pour vous donner un exemple, les plus gros consommateurs d'électricité ont fait des demandes à RTE de raccordement pour dans les 5 à 10 prochaines années. Ils vont doubler la puissance appelée qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont à 15 gigawatts, ils vont passer à 30 gigawatts pour les principaux consommateurs d'énergie électrique. Et donc, on va vers une électrification, et pour faire le pari de la décarbonation, il faudra que ce soit une électricité décarbonée.
Mon sentiment aujourd'hui, encore une fois, on travaille dessus, c'est plutôt une intuition, c'est que le frein principal du développement ou du redéveloppement de notre industrie, certes, il y a le foncier, on en a parlé, mais il y a des solutions à moyen terme. Il y a la formation qui vous pénalise tous les jours. Néanmoins, je pense qu'on peut trouver des solutions. Il y a la question du financement, mais les Français ont de l'argent dans leur épargne. Quand on fera un peu plus de produits productifs que de financer le déficit de l'État, on y arrivera sans problème. Quelques pourcents de notre épargne, ça suffit. Mais disposer d'une électricité décarbonée sera sans doute le facteur limitant, le frein de notre réindustrialisation, celui qui va la faire un peu traîner en longueur. Voilà ma conviction sur le sujet. Alors voilà, pour ce sujet énergie, bien sûr. Alors il y a un autre élément aussi, une thématique que vous aimez bien quand on vous lit, c'est la notion de produit, de conception de produit. Pourquoi cette dimension, cette notion, ce sujet est majeur pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés? Et ça parlera évidemment aux industriels qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, bien sûr. En fait, dans mon métier là, de consultant, je fréquente beaucoup d'industriels, on les accompagne, etc. Et ce qui me frappe aujourd'hui dans la vie de l'industriel, c'est la multiplicité des contraintes, des transformations qu'on lui demande. Décarbonation, demain économie circulaire, voire sobriété foncière, recyclage, cycle matière, etc., etc. Et quand nous arrivons, et c'est la pratique que j'ai eue pendant 10 ans d'industrie face à un défi comme celui-là, on fait un diagnostic, on se fait un plan d'action, une feuille de route et on déroule. Sauf que quand vous aurez tous 5, 6 feuilles de route sur des sujets aussi importants pour votre organisation à mener de front, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire en tant qu'industriel que j'ai été. Je ne sais pas vraiment vous accompagner sur une multiplicité d'enjeux qui peuvent avoir des injonctions contradictoires avec ce mode de travail en feuille de route de transformation progressive. Et donc, si on pousse un peu la réflexion, le seul moment de la vie industrielle où toutes ces contraintes se réunissent dans un seul espace de temps, c'est la conception. C'est le moment où vous choisissez vos matériaux par rapport à des questions de souveraineté ou de recyclabilité. C'est le moment où vous choisissez les techniques avec lesquelles vous allez produire. Est-ce que vous choisissez des technologies qui demandent beaucoup de main-d'œuvre et vous êtes à peu près sûr de délocaliser, ou est-ce que vous choisissez des technologies qui peuvent être fortement automatisées et donc avec une chance d'avoir une compétitivité française? C'est le moment où vous choisissez le contenu en énergie de la production et de l'usage de vos produits. Et donc, à partir de là, c'est une piste que je vous propose d'explorer pour faire face à ces multitudes d'enjeux, de contraintes, de demandes de transformation auxquelles vous allez être confrontés ou vous êtes déjà confrontés. Je ne vois pas d'autre solution que d'essayer de les condenser au moment de la conception du produit. Ça veut dire avoir une autre approche de la conception du produit en y associant un spécialiste des approvisionnements de matières stratégiques, un spécialiste de l'énergie, y compris pendant le temps de l'usage, naturellement la fin de cycle de vie, etc., etc. Ça demandera aussi d'avoir une conception agile parce que les enjeux vont se succéder et donc il faudra être capable de changer son produit, changer ses matériaux. C'est arrivé à beaucoup d'entreprises avec la crise des approvisionnements en cours de route, en milieu de cycle de vie économique du produit. Voilà pourquoi j'ai l'intuition, c'est une piste de réflexion, je n'en vois pas d'autres. Pour faire face à cette multiplicité de contraintes, nos feuilles de route habituelles qu'on déroule sur 3-5 ans me semblent ne plus pouvoir opérer dans la longueur ou elles vont se contredire les unes les autres et donc revenir à quelque chose qui est la conception du produit. On a souvent dit pour les PMI qu'avoir cette capacité d'ingénierie de conception leur permettait d'avoir une relation avec le donneur d'ordre qui était différent. On sortait du modèle gaulo-pompidolien de grands groupes et de PMI exécutantes. La PMI devenait force de proposition, de solution, engageait un dialogue différent avec le grand donneur d'ordre. C'est plus simplement une question de positionnement dans la chaîne de valeur que je vous indique là, mais simplement de capacité à répondre aux exigences du marché
comme de la réglementation qui va être multiple, contradictoire et qui va vous donner plein d'injonctions contre. Bon, et question de survie, évidemment, on le comprend bien à travers vos propos. Vous pourrez réagir, bien sûr, par rapport à ce sujet produit, conception de produits. Alors, un autre sujet, évidemment, qui nous intéresse, avec ces défis qu'on doit relever, ce sont les besoins en main-d'œuvre. On connaît évidemment les ambitions et la situation du chômage dans notre pays. On connaît la situation de certains bassins d'emploi. On connaît l'objectif de 5% de France Emploi dans quelques mois, à partir de janvier 2024, et la loi plein emploi qui est associée. Je reprends les mots du ministre Lescure. On aura besoin de soudeurs, de techniciens qualifiés, en passant évidemment par les ingénieurs. 1,3 million personnes qu'on aura besoin de recruter d'ici 2030. Juste encore un chiffre, depuis 6 ans, on a recruté 100 000 personnes. Comment est-ce qu'on va faire, Olivier Heintier ? Alors, d'abord, vous ne comparez pas exactement les mêmes chiffres, parce que le 100 000, alors c'est 90 000 sur l'ensemble de l'industrie, y compris la partie énergie, etc. Et vous comprenez qu'elle a subi des enjeux forts. Et c'est un chiffre net, alors que le 1,3 million, c'est un chiffre brut, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qu'il faut faire rentrer. C'est en 10 ans, ça veut dire à peu près 130 000 personnes à recruter par an dans l'industrie. Par rapport à notre démographie, c'est pas tant que ça. Et je vais essayer de relativiser, même si votre quotidien de chef d'entreprise sur le recrutement est quelque chose d'extrêmement pénible. Mais 130 000 personnes à l'échelle de la démographie de la France, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, sachez que ça c'est 130 000 avec les ingénieurs. Hors ingénieurs, on aurait besoin d'à peu près 110 000 personnes pour la réindustrialisation la plus intensive, la plus ambitieuse que j'essaye de porter. On forme 125 000 personnes par an au métier industriel jusqu'au bac+2. La grande difficulté que vous rencontrez n'est pas un problème de quantité. On n'est pas en Allemagne avec une industrie à 20%, avec une démographie déclinante. On est en France avec une industrie à 10% et un désamour de l'industrie. Vous avez 50% des jeunes, parmi ces 125 000 jeunes, qui suivent des formations au métier industriel et qui ne vont pas travailler dans l'industrie. Alors, on est dans un pays où chacun est libre de son destin. Donc, on n'est pas. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans en Roumanie. C'était après le monde communiste, mais les gens avaient vécu le monde communiste. Vous faisiez des études. À la fin de votre étude, le Parti communiste vous disait vous prenez vos bagages et vous allez à telle usine à l'autre bout du pays. Point barre. Vous n'aviez pas le choix. Ce n'est pas notre mode de vie. Donc, on ne va jamais atteindre 100%. Des jeunes qui commencent une formation et qui changent de vocation en chemin, évidemment, et c'est notre liberté individuelle et c'est essentiel. Mais à 50%, ça interroge quand même. Et quand on commence à creuser un petit peu, on se rend compte que les formations industrielles ont été utilisées comme, je dirais, des formations parking, des lieux pour éviter le chômage, des orientations par défaut. Alors, quand on disait qu'on n'avait pas besoin de recruter dans l'industrie, le sujet peut questionner par rapport à l'utilisation de l'argent public, et même, je dirais, une certaine éthique, mais dont acte. Quand on a besoin de ces profils, ça devient extrêmement inacceptable. Donc le premier sujet que nous avons vraiment, c'est comment on crée des vocations chez les jeunes, comment on casse cette image d'une industrie qu'ils ont dans la tête, regardez les études d'opinion, qui est celle des années 70 avec les conditions de travail des années 70. Comment on amène les parents à découvrir la réalité de l'industrie pour qu'ils ne fassent pas obstacle à une envie de leurs enfants. C'est ce sujet-là, plus que d'augmenter le nombre de formations, qui est devant nous. Et c'est celui dont je dis, celui-là en 2 ou 3 ans, si on s'y met tous, si on ouvre nos usines, si les profs acceptent d'aller les voir, etc., si on fait du tourisme industriel, si vous allez parler dans les collèges, voire même les écoles primaires, on devrait pouvoir y arriver. Alors, il y a un deuxième sujet que je néglige pas, c'est que si quantitativement on a nos 125 000 formations pour 110 000 personnes nécessaires par an sur les métiers jusqu'à bac+2, ça ne veut pas dire que ce sont exactement les bons métiers et exactement au bon endroit. Donc le deuxième sujet derrière qu'on préconise, c'est former dans le territoire pour le territoire. Ce qui est absolument impressionnant, alors on peut essayer de le changer, mais c'est un phénomène culturel, les Français ne sont pas mobiles. Il y a une étude fantastique qui dit qu'on ne choisit pas, très, très nourrie statistiquement avec des chiffres de lycée, qui dit qu'on ne choisit pas quand on déménage notre destination avec le taux de chômage du territoire. C'est absolument clair. Et au-delà de 30 ou 40 km,
la moitié des demandeurs d'emploi refusent systématiquement les distances au domicile, refusent systématiquement les emplois proposés parce que la mobilité pendulaire est trop contraignante, trop chère, etc. Donc il faut qu'au lieu de faire une grande stratégie nationale, il faut qu'on revienne à la territorialisation. Quels sont les besoins du territoire et quelles sont les personnes dans le territoire pour y répondre. Après, si on ne trouve pas, on montera au-dessus. Mais commençons par prendre cette dimension territoriale en compte. Nous ne sommes pas un peuple mobile, c'est ainsi. On aime nos territoires, on y est ancré, on y a nos cercles d'amis, on y a nos attachements. Il faut le prendre en compte, c'est tout. Bon, Olivier, vous parlez de mobilité, on pourrait évidemment parler aussi de la crise du logement et du manque de logement dans certains bassins d'emploi. Autre petit sujet. Je vois le temps qui passe, il nous reste un peu plus d'une minute 30. Je voudrais qu'on parle de ces néo-industriels parce qu'ils font partie évidemment de ce récit que vous venez d'évoquer, de cet imaginaire et puis très concrètement de ces solutions qu'on va écrire pour l'industrie du futur, celle qu'on célèbre évidemment aujourd'hui dans cette deuxième édition de Rail, de ces néo-industriels qui s'orientent vers une production, une industrie plus adaptée aux nouveaux besoins. Vous nous dites une production plus sobre, décarbonée, circulaire, souveraine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques illustrations très concrètes et peut-être d'ailleurs territoriales de ces néo-industriels, d'ailleurs qu'on va avoir le plaisir d'accueillir dans quelques instants. On vous écoute, Olivier. Oui, alors je me suis posé la question en fait dans cette réflexion, mais finalement, qui allait incarner cette nouvelle phase de réindustrialisation, cette renaissance industrielle? C'est une constante de notre nature humaine. Hein. On a besoin de récits, on a besoin de mythes, on a besoin de héros, on a besoin de personnes qui nous montrent le chemin. Et comme on est parti dans une transformation où on ne l'a pas pensé d'en haut, c'est ce que je vous disais au départ, je me dis que peut-être ceux qui nous inspireront, qui inspireront nos enfants, ce sont en fait des acteurs de terrain, c'est ceux qui la font au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire, c'est un petit exercice marketing, hein, de mettre un nom dessus, de les appeler des néo-industriels, c'est-à-dire c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, qui se sont lancés dans des aventures industrielles. Des fois, ils n'étaient pas du tout issus de ce milieu-là, ils n'en avaient pas d'expérience, et ils essayent par leur quotidien, par leur entreprise, de refonder des modèles industriels qui sont conformes aux enjeux de souveraineté comme d'environnement. Alors, j'ai fait un portrait d'une quinzaine dans un bouquin qui est sorti en mai, que vous avez eu l'aimabilité de citer, hein, les néo-industriels. Il y en a un dans votre région, par exemple, c'est l'un des dirigeants de Néolith. Mais il y en a plein d'autres, je suis sûr. Enfin, depuis que je me balade, j'en vois plein d'autres autour de moi. Il n'y a pas encore de définition exacte, donc je vous invite à la compléter. Je dirais 2 ou 3 caractéristiques aujourd'hui. C'est des gens qui veulent renouveler leur modèle industriel pour répondre à l'environnement et à la souveraineté. Très fort ancrage dans les territoires en général. Cet aspect de cohésion, ils le vivent véritablement. Ils sont encore petits. Louis Gallois, qui va intervenir tout à l'heure, m'a fait l'honneur de faire la préface et avec toute son élégance, montrer que quand même les exemples que je mettais en avant, c'est des PME ou des startups. Je pense que pour que ces gens-là grandissent, passent à l'échelle, deviennent des ETI ou des groupes, il faudra qu'on change notre système de régulation. On ne peut pas faire à la fois et l'environnement, et la souveraineté, et la concurrence internationale. Il y a un moment donné où ça ne passe pas, tout simplement. Donc on a un vrai sujet collectif. Et puis en termes d'image, parce que je pense que c'est un peu la mère des batailles, la mère des batailles de la mère des batailles, si vous me passez l'expression, je suis impressionné comment ces néo-industriels communiquent. Alors ils communiquent sur l'aventure personnelle, parce que ça donne envie, ça inspire, mais aussi j'apprécie beaucoup ceux qui font communiquer leurs équipes. On vit dans un monde où il y a pas mal de ruptures, et notamment une rupture intergénérationnelle. Un patron de 40 ans qui parle à un apprenti de 20 ans, ils n'ont pas les mêmes codes de communication. Si vous voulez partager votre passion, votre plaisir de faire de l'industrie, et vous voulez toucher un public de 20 ans, faites parler vos apprentis. Enfin, si vous avez 20 ans, parlez vous-même, mais pour les gens de mon âge, en tous les cas, on n'est pas les mêmes vecteurs. Alors certes, quand on a des responsabilités, on peut donner le chemin, on a de la hauteur de vue, on a des moyens pour le faire. Mais dans ces néo-industriels, ce qui me paraît important, c'est qu'ils participent à cet exercice de changement de l'image de l'industrie, non pas par des grands discours comme je l'ai fait, j'ai mon rôle, mais il est limité, mais surtout par l'exemple, par la communication d'une passion,
qu'ils ont, et en faisant discuter, parler, témoigner toute leur équipe, parce que ça permettra de parler à tous les âges et dans tous les territoires. Eh bien justement, l'exemple illustration, on va les accueillir maintenant. Ils vont venir nous rejoindre, ces néo-industriels. On en a choisi 3 pour illustrer cette séquence, cette brique. Merci donc d'accueillir chaleureusement et avec vos applaudissements. Et on vous garde Olivier avec nous, Florence Baron, Sébastien Eco et Julien Blanchard. Allez, installez-vous, on fait ça très simplement, pas de plan de table, on se salue chaleureusement, c'est évidemment ça aussi l'esprit Ride. Merci Olivier de rester avec nous, merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation, soyez évidemment les bienvenus. Florence Baron, bonjour. Vous êtes directrice générale associée chez Bisco. Je vous présente en quelques mots, basée à Nantes, mais une unité de production à Cancale. On y reviendra évidemment dans ce 35 qu'on aime aussi. Fabricant de matériaux biosourcés, vous développez une gamme de textiles non tissés, techniques performants et écologiques et recyclables à l'infini. Tiens, on parlait de produits à l'instant avec Olivier. On reviendra avec vous sur ces sujets. Et puis l'occasion aussi de saluer Robin Maquet qui vous accompagne dans cette aventure depuis 2019. Sébastien, à côté de moi, mon cher Sébastien, bonjour. Sébastien Eco, fondateur et CEO de EcoBot, créé en 2016, accompagné au quotidien par vos 40 ingénieurs et docteurs en intelligence artificielle ou augmentée, comme on veut. On pourra en débattre, robotique, mécatronique, électronique, cognitique, biomécanique, système embarqué. Et vous ambitionnez, et vous êtes, on peut le dire, l'acteur des références en matière de systèmes cobotiques haut de gamme au service de l'industrie, de la santé et du retail notamment. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 60% de votre activité qui est consacrée évidemment au développement de vos produits, à la vente de vos produits, logiciels, industrialisation et puis de vos technos. Julien Blanchard, bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous, président et cofondateur de Hoffmann Green Cement Technologies. Vous êtes un serial entrepreneur, on peut aussi vous définir comme ça, dans les secteurs des matériaux de construction. Hoffmann Green Cement a été fondé en 2014, basé à Bournezeau en Vendée. On en verra une magnifique illustration en images dans quelques instants. Vous concevez, produisez, commercialisez des ciments innovants, on parlait aussi de produits à l'instant, décarbonés avec une empreinte d'ailleurs peut-être divisée par 5, voire 6 par rapport au ciment traditionnel. Julien, j'ai envie de commencer avec vous d'ailleurs, et peut-être petit exercice d'attention et de pleine écoute de nos échanges avec Olivier. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir des propos d'Olivier, de 30 minutes d'échange avec lui? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et je vous demanderai la même chose, Florence et Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, il y a énormément de choses qui ont été dites, extrêmement intéressantes. Une idée, allez, une idée. Une idée, la conception du produit. C'est exactement ce qui s'est passé chez Hoffmann en fait, quand on a conçu nos nouveaux ciments décarbonés, sans clinker, en 2015 avec mon associé David Hoffmann. C'est une histoire de rencontre, il faut le dire. C'est une histoire de rencontre de personnes. On a essayé de penser en fait dans l'intégralité, si vous voulez, aussi bien le produit, le process de production de ce produit-là, et ensuite sa commercialisation, pour être le plus vertueux en fait à terme, voire à long terme. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on a conçu en fait nos premiers ciments à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, on produit ces ciments, mais on les produit aussi avec des process de production qui sont parfaitement adaptés et qui sont également décarbonés. Merci Julien pour cette idée. Vous avez envie de retenir, puis l'occasion de parler d'Hoffmann. Je vous laisse un petit peu de temps, Florence, parce que vous étiez moins prévenu que les autres, il faut le dire. Sébastien, allez, qu'est-ce que vous avez envie de retenir en un mot, en une phrase? Sans forcément parler d'EcoBot, mais intellectuellement, qu'est-ce que vous avez envie de retenir? De la même façon, pas mal de choses très intéressantes et d'autres qui font rebondir. Effectivement, il y a la mode de la décarbonation, donc il faut en parler parce qu'il y a un vrai sujet. Mais au-delà de ça, la vraie préoccupation qu'on a, c'est comment aujourd'hui on va réussir à faire assembler nos produits, nos avions, nos navires, comment on va réussir à motiver des gens à venir travailler. Aujourd'hui, on est quand même sur des taux d'absentéisme dans certaines industries à plus de 25%. Donc on a un taux d'emploi qui est top, mais un taux d'absentéisme qui est très important. Vous n'êtes pas les seuls concernés, voilà. Ça peut vous rassurer un tout petit peu, mon cher Sébastien. Donc l'industrie automobile et autres, je fais plutôt une généralisation. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on motive des jeunes soudeurs à souder, comment on leur met des vraies technologies entre les mains pour les accompagner et autres. Donc moi, mon point, effectivement, c'est plutôt ce qui me marque, c'est ce côté comment remotiver ces gens, ce désamour industriel, qui est une vraie problématique aujourd'hui, où on trouvera beaucoup plus facilement de gens pour aller dans de la technologie, de l'informatique, etc. Mais des makers, des gens qui vont nous aider à faire de l'assemblage, etc.,
comment on fait pour leur redonner cette envie, ce goût d'industriel et cette volonté de marrer. Je crois que c'est le défi qu'on fait face aujourd'hui avec ces 4, 5 crises, 6 crises qu'on a dû vivre en moins de 4 ans, qui est quand même assez hallucinante pour ce qu'on vient de vivre. Bon, qui passe évidemment par ces sujets de narration, de récit qu'on a évoqués et bien sûr d'enjeux de formation qui ont été mentionnés également. Florence, même défi aussi peut-être de résumer une idée, un fait marquant, un fait saillant dans les propos d'Olivier. Alors très spontanément, j'aurais dit la même chose que Julien, parce qu'effectivement, on est sur les matériaux, on est une jeune entreprise, donc 2019, on a pris en compte effectivement les ressources, les process qu'on fabrique pour qu'ils soient vertueux, la recyclabilité de nos produits. Mais je voulais dire aussi que mon associé, c'est un très jeune ingénieur de 29 ans, qu'aujourd'hui chez Bisco, même si on est tout petit, on attire des jeunes. Mais on les attire justement sur les valeurs environnementales, sur les engagements qu'on prend, qui ne sont pas forcément les engagements de création de richesse économique ou d'engagement industriel, mais qui sont les engagements sociaux et environnementaux qu'on peut prendre. Merci. Pour continuer sur ces récits, justement, Julien, je voudrais qu'on revienne sur 2015. Petit coup d'œil dans le rétroviseur. Je parlais d'une rencontre déterminante, bien sûr, pour la suite et votre destin d'industriel et sans doute notre destin aussi environnemental, parce qu'on parle de sujets très sérieux, là, de ciment, je disais décarboné, divisé par 5 ou 6. Racontez-nous la saveur là, de cette rencontre avec David et qu'est-ce qu'elle a fait naître chez vous, chez l'entrepreneur que vous êtes. Assez rapidement, donc moi, c'est vrai que je suis dans les matériaux de construction depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai repris ma première société en fait, à l'âge de 25 ans, à la barre du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans le domaine de la terre cuite. Ensuite, 5 ans après, j'ai créé une société dans le domaine des enduits, qui s'appelle Argilus. Et 5 ans plus tard, nous avons créé, donc, avec mon associé David Hoffman, Hoffman Green Cement Technology. Donc c'était en 2015-2016, suite à un appel téléphonique de David Hoffman, qui était lui directeur de laboratoire au sein d'un groupe de la région, le groupe Séché Environnement. Et David souhaitait me présenter en fait ses innovations, ses travaux scientifiques qu'il menait chez lui dans son garage à l'époque, en 2015-2016. Et l'aventure a démarré comme ça. Donc on était 2 à l'époque, très peu de moyens financiers. Il fallait y croire très fort. Il fallait y croire très fort. Il fallait y croire très fort. À l'époque, on parlait très très peu de CO2, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Encore moins de décarbonation de l'industrie, etc. Donc on était, je dirais, assez en avance de phase par rapport au discours d'aujourd'hui. Donc il a fallu en fait se battre au départ, déposer nos brevets, faire financer le projet, et ça c'était extrêmement compliqué. Et ça, je souhaitais y revenir encore ce matin, parce que on parle de tous ces beaux projets, mais au quotidien, le quotidien de l'entrepreneur, c'est quand même le financement de son entreprise, c'est quand même le paiement des salaires de ses collaborateurs. Et donc il faut aussi... Qui vous a fait confiance, Julien, au démarrage? Alors, moi, les banques traditionnelles à l'époque ne m'ont pas fait confiance. Ce sont des entrepreneurs qui m'ont fait confiance. Ce sont des entrepreneurs vendéens, et notamment la famille Cugnot, la famille Briand, qui m'ont accompagné pour le financement du projet, et notamment le financement de la première usine, l'usine pilote H1, que l'on appelle, qui est sur le site de Bournezeau en Vendée, qui a coûté quand même 10 millions d'euros pour faire la preuve du concept et faire la preuve comme quoi nous étions en mesure de produire et de vendre surtout les premières tonnes de ciment Hoffman. Aujourd'hui, juste pour information, cette unité, elle tourne en 3/8. Là, à l'heure actuelle, elle tourne jour et nuit, 5 jours sur 7, face à la demande en fait vis-à-vis de nos ciments 0% clinker. Et on a construit une seconde unité de production qui a été inaugurée donc là, le 12 mai dernier. Donc on a investi pratiquement sur le site vendéen 35 à 40 millions d'euros dans 2 usines de nouvelle génération, sur lesquelles il n'y avait aucun plan il y a encore 5 ans. En fait, on a conçu nos propres usines pour produire nos propres ciments à froid, sans cuisson. Et on a également verticalisé le process. Donc la seconde usine, c'est une tour de 70 mètres de haut qui nous permet, d'économiser de l'énergie, de se concentrer, sur moins de terres agricoles, parce qu'en fait, on a verticalisé le process. Donc on produit 5 fois plus sur 2 fois moins de terrain. Et il y a aussi un aspect, je dirais, marketing industriel qui est très important aussi chez Hoffman.
parce que cette tour, elle se voit d'assez loin quand on vient de Nantes ou quand on vient de Bordeaux. Et donc, en fait, on fait aussi du marketing industriel avec notre unité de production. Donc, on est très loin, je dirais, de l'industrie et des usines d'autrefois, des années 1900, 1950. Et donc, on est dans cette dynamique-là chez Hoffmann. On s'est introduit en bourse également fin 2019. On a levé au total pratiquement 100 millions d'euros pour financer notre déploiement industriel. Et on a un objectif en fait qui est de capter 3% de part de marché du ciment français à horizon 2026-2027. On a publié nos résultats semestriels hier matin. Récemment, tout à fait. C'est tout frais, ça sort on du est four. dans une période assez chargée à l'heure actuelle chez Hoffmann. Les volumes sont en forte progression. Le marché est là, la demande est là. Mais on est aussi face au quotidien, si vous voulez, à un certain conservatisme des utilisateurs, comme ça peut être le cas aussi dans plein d'autres industries et chez plein d'autres néo-industriels qui ont des très bons produits décarbonés, qui sont certes peut-être un peu plus chers que les anciens produits, mais il y a ce conservatisme, ces habitudes qui ont été prises par les utilisateurs qu'il faut aussi changer. Et ça, c'est une notion à ne pas négliger quand on est sur de l'innovation de rupture. Pour accompagner évidemment et faire de la pédagogie. Puisque vous évoquez ce site, moi je vous propose qu'on le découvre justement en images. Première cimenterie verticale au monde, 22 millions d'euros d'investissement sur l'ensemble effectivement de l'enveloppe des 34 que vous évoquiez tout à l'heure. On va découvrir ce format un peu plus d'une minute pour découvrir le site de Bournezeau et cette première cimenterie verticale. On découvre cette vidéo, on se retrouve juste après. Et ça s'appelle Hoffmann Green Cement. Voilà pour cette première usine cimenterie verticale au monde. Ça se passe sur notre territoire en Vendée. Julien, on viendra évidemment sur votre mantra, ce qui vous accompagne aussi au quotidien dans la création de valeur économique, corrélée bien sûr à la création de valeur pour l'environnement. Sébastien, comment est-ce que vous allez devenir, comment est-ce que vous êtes en train de devenir un super champion sur la robotique accompagnée? Justement, racontez-nous. C'est quoi les défis là? Parce qu'on sait qu'on a bien compris que le potentiel était énorme côté cimenterie. Chez vous, comment ça marche? Alors le marché a changé beaucoup, a beaucoup changé pendant le Covid. Le Covid a accéléré, on va dire, la disparition de champions locaux, régionaux, internationaux, enfin européens dans un premier temps, rachetés par des Japonais, des Chinois, des Américains. Donc on a un contexte qui est très difficile. Surtout dans la robotique, on a vécu quand même quelque chose, alors plus que d'autres, donc au sens vraiment robotique du terme, c'est que tous les capex durant 2020, 2021, 2022 ont été quasiment anéantis par les industriels et les capacités d'investissement des fonds locaux se sont atténuées et donc ont généré des difficultés par rapport à ça. Donc pour devenir aujourd'hui champion, et
pas forcément Ecobot, mais en tout cas d'autres comme moi. On a des métiers aujourd'hui où des gens qui aident les métiers de soudeur par de la cobotique, de la robotique. On a des personnes qui développent des technologies pour faire des maisons imprimées en 3D pour aider le métier du maçon, qui devient aussi un métier pénurique. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, beaucoup de résilience, parce qu'on est sur un marché très complexe et avec, vous avez listé tous les corps de métier. Aujourd'hui, c'est à peu près Ecobot 40 personnes avec une vingtaine de métiers différents. Donc ça devient, et ça met la chose un peu complexe. Et puis après, des problématiques de BFR, où aujourd'hui, on a une difficulté, c'est de faire entendre que ces néo-industriels ont des problématiques de cash. On est aujourd'hui drainé par un marché d'investisseurs qui pousse à aller chercher du chiffre d'affaires, pour faire simple, pour montrer qu'on ramène de l'argent et qu'on est rentable, patati patata. Sauf que derrière, vous êtes contraint à rentrer chez des grands groupes qui vous imposent des conditions de paiement, alors sans balancer, mais si quand même le délai de paiement, 45 jours, fin de mois le 15. Vous êtes une jeune société qui a des investissements, des produits qui coûtent à peu près 100 à 200 000 euros, et on vous impose des conditions. Le paiement comptant est à 45 jours, fin de mois le 15. Voilà. Et du coup, vous ne pouvez rien répondre de ça, et vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc tout ça pour dire, sur la partie champion industriel, c'est beaucoup de résilience, c'est de la croyance, c'est une équipe aussi qui soutient. Donc effectivement, il y a une histoire, il y a une volonté aussi qui émane, donc entre autres là, de mon côté, sur le métier de la cobotique, en tout cas de la cobotique mobile, pour aider les opérateurs en approvisionnement de bord de ligne, mais notamment les infirmières dans les hôpitaux pour du déplacement de matériel. Et le but du jeu, effectivement, c'est en fait de croire que demain, l'homme, la femme, qui sont au quotidien dans les hôpitaux, dans l'industrie, dans la logistique, ont besoin de technologies pour les accompagner. Donc du coup, c'est la force 1, on va dire, c'est résilience. 2, c'est d'avoir une équipe qui soit engagée et qui ait cette vision de ce combat qui se passe. Et 3, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que dans la robotique aujourd'hui, on a une descente aux enfers du marché de la robotique. On a des systèmes de plus en plus intelligents qui vont se déplacer. Donc on a eu des problèmes avec les téléphones portables. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe à peu près n'importe où grâce à votre téléphone portable. Donc que ce soit les téléphones américains, japonais, chinois ou coréens. Et dans la robotique, c'est qu'on a un robot qui se déplace. On a un robot qui manipule à côté d'un homme et qui peut le tuer à n'importe quel moment, qui peut amener des difficultés industrielles, qui peut amener des problématiques de cybersécurité, qui va nous aider dans nos process. Comme vous le disiez tout à l'heure, la bataille que l'on a, nous, c'est d'aider l'homme et la femme dans leur activité au quotidien pour éviter une délocalisation massive à l'international, donc de garder ses compétences, de redonner l'amour de l'industrie par des nouvelles technologies maîtrisées localement et où on sait comment le système pense et qu'est-ce qu'il fait dedans, et en gardant cette dépendance. Donc c'est, voilà, je ne sais pas si en répondant peut-être dans les grandes lignes. Beaucoup de sujets, Voilà. notamment la question de la souveraineté que vous venez d'évoquer. Une souveraineté évidemment hyper géostratégique, on l'a bien compris, on y reviendra. Je voudrais, Florence, que vous nous donniez, vous, votre définition de la transition environnementale, et notamment la transition environnementale des matériaux, parce que c'est votre sujet. Et puis comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition des néo-industriels qu'Olivier a livré, et puis dans laquelle se sont inscrites un peu naturellement, légitimement en tout cas, Julien et Sébastien à l'instant. Donc effectivement, la transition environnementale des matériaux, c'est le concept qu'on met au cœur de nos réflexions stratégiques. On parle beaucoup de transition environnementale concernant l'agriculture ou l'alimentation. On en parle beaucoup concernant les énergies et la décarbonation. Nous, on considère que les matériaux, c'est aussi important et c'est systémique. L'un ne va pas sans les deux autres. Donc c'est pourquoi on a mis les matériaux au cœur de notre activité, c'est ce qu'on produit. Mais par contre, on fait en sorte de maîtriser le reste, dans nos process notamment. Et effectivement, dans la définition des néo-industriels qu'on a évoqué tout à l'heure, on se retrouve totalement. Effectivement, on a fondé Bisco en changeant de paradigme dès le départ. On parlait de conception de produits tout à l'heure. Nous, c'est venu dès la conception du projet et de l'entreprise. On a fait le pas de côté et on a réfléchi à comment on pouvait créer de la richesse avec l'idée qu'on avait, donc créer des isolants biosourcés avec une ressource naturelle qui était un déchet au moment où on s'en est préoccupé, mais en tenant compte, évidemment, et en travaillant avec notre environnement naturel, avec l'humain, avec la création de richesses, mais pas contre.
Comment vous allez devenir un super champion, une super championne justement sur ces sujets-là quand on sait aussi que les potentiels sont énormes? Ça partit du constat, il faut rappeler simplement que Robin était skipper ou co-skipper Voilà, et qui c'est partait du bilan carbone de la construction d'un bateau. C'est ça son premier sujet. Aujourd'hui, évidemment, les applications et les débouchés sont bien plus larges. On le comprend bien dans vos Ils propos. sont surtout différents, Mm. en fait. Effectivement, l'idée de départ, c'était de remplacer la fibre de verre dans les bateaux de course au large, puisque sur un bateau de course, il y a 70% de fibres en masse. On a une fibre naturelle qui n'est pas suffisamment rigide pour aller fabriquer des pièces structurelles. Par contre, on lui a découvert plein d'autres propriétés au fur et à mesure du travail qu'on a fait. Donc, par la transformation qu'on en fait, on fait des isolants. Mais surtout, cette fibre, elle est naturellement ignifuge, donc elle résiste au feu. Et elle est extrêmement légère, donc on a trouvé des applications. Donc on parlait d'agilité tout à l'heure. Effectivement, il y avait un projet de départ, et puis on a bifurqué. Et puis comment on construit? Pas à pas. On a des soucis, on a des préoccupations d'investissement. Quand on mène un projet industriel, on est sur un projet extrêmement capitalistique. Voilà, je suis avec un jeune associé, on avait très peu de moyens au départ, donc il fallait qu'on trouve des fonds. Donc le pas à pas, aujourd'hui, c'est on internalise la préparation de la fibre et on construit nos outils pour qu'ils soient adaptés et qu'ils soient très peu consommateurs d'énergie. Et puis l'ambition quand même à terme, c'est de réindustrialiser la fabrication textile en Pays de la Loire, et je pourrais même dire en Pays de la Loire, en France, parce qu'aujourd'hui on a une problématique, c'est qu'on a une difficulté à trouver un sous-traitant industriel pour la fabrication textile de nos produits. On fait encore ça en laboratoire industriel. Bon, on parlait évidemment de cash à l'instant, besoin de BFR, etc. Sébastien évoquait, tout le monde est prêt, si on comprend bien, intellectuellement, sauf qu'il y a un sujet cash. Levée de fonds à venir, à combien et à quoi ça va servir? Comment ça va être fléché très concrètement pour vous faire devenir ce super champion? Alors, pour l'instant, on a fonctionné avec des appels à projets, Région Pays de la Loire, France 2030, BPI. Et effectivement, là, il faut qu'on accélère. Donc, la première levée de fonds, elle est prévue au premier semestre 2024. On cherche 1 million d'euros. Et donc, pour l'industrialisation de la préparation de la fibre, pour donner un gros coup d'accélérateur sur le commerce. Et on en parlait tout à l'heure, il y a une vraie éducation à faire sur le marché et sur le travail avec les clients. Et puis, affiner les programmes de R&D textile. Voilà. Il y aura une deuxième levée de fonds pour la partie industrie textile, plutôt 2026-2027. Olivier Vianti, une réaction. Oui, c'est un peu mon rôle de faire prendre un peu de hauteur. On a chiffré la réindustrialisation en France à un besoin d'investissement de 300 milliards d'euros de CAPEX. Ce chiffre est sans doute surestimé, on est en train de le re-regarder. Il faut savoir que nous, les ménages français, on a 6 600 milliards d'euros d'économies financières. On a plus de 8 000 milliards d'euros d'économies foncières. Je mets de côté l'immobilier, je ne vous demande pas de vendre votre maison pour développer l'industrie, mais si seulement nous mettions 2%, 3% de notre économie dans des outils qui financent ces projets-là, nous n'aurions plus de problème de financement. Je vous le dis juste pour... On n'a pas un problème d'argent, on a un problème de tuyaux. On met notre argent dans des assurances-vie qui vont sur des produits structurés ou autres. Et si vous regardez votre compte en banque, regardez les 2 premières lettres des codes ISIN, Luxembourg, etc., etc., etc. Nous avons de l'argent. Un tout petit prélèvement, même pas prélèvement, fléchage de ceci sur notre outil productif suffirait à financer tous les projets auxquels on peut penser. Merci Olivier. Alors Julien, je voudrais qu'on revienne évidemment sur l'aventure. On parle de néo-industriel, dans quelques temps on ne vous appellera plus néo-industriel. Comment est-ce que vous allez justement passer ce changement d'échelle et d'une start-up industrielle devenir le leader mondial, on peut le dire comme ça et le qualifier comme ça? Comment est-ce que vous allez changer de dimension sans faire sauter les boulons? Alors, on est en train de passer une échelle chez Hoffmann là, depuis maintenant presque 1 an, avec notamment la mise en service de la seconde unité de production, 250 000 tonnes de capacité annuelle. Je rappelle juste quelques chiffres. La consommation du ciment en France, c'est 18 millions de tonnes chaque année. À l'échelle mondiale, c'est 4,6 milliards de tonnes. On consomme environ 150 tonnes de ciment par seconde. Et on consomme plus de ciment que de pétrole à l'échelle mondiale.
Et vous en Sauf- produisez 1000 tous les jours, quasiment. Vous en produisez 1000 tonnes tous les jours, quasiment. Alors, dans cette... nous, on en produira 1000 tonnes chaque jour à terme Mm. sur la future unité de production, donc la tour H2. On souhaite en produire en fait environ 550 000 tonnes à horizon 2026-2027, donc soit 3% du marché français. Donc c'est une première étape. On me dit régulièrement que c'est pas beaucoup. Certes, c'est pas beaucoup, mais déjà pour arriver en fait à ces 3%, il a fallu déjà innover, déposer des brevets, faire certifier les produits. Ça nous a coûté des millions d'euros au CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. On a pratiquement dépensé entre 7 et 10 millions d'euros de coûts de certification. Donc, je vous laisse additionner un peu les chiffres, en fait. La construction de la première unité pilote uniquement pour la preuve du concept, 10 millions. Les certifications, 10 millions. Ensuite, le cash burn, si vous voulez, annuel opérationnel, je dirais, de la société avec nos 50 ou 60 collaborateurs, donc environ 4 à 5 millions d'euros par an. Donc il faut avoir véritablement les reins solides et faire des très grosses levées de fonds pour mener, si vous voulez, à bien et à terme ce type de projet industriel comme le nôtre. Et c'est pour ça qu'on a levé en fait le maximum de fonds en 2019 et 2021 pour financer sans aucune difficulté le projet à moyen et long terme. Merci Julien. Alors Sébastien, vous avez évoqué les questions de en tout cas, le téléphone tout à l'heure. On n'a pas réussi à faire de téléphone français, pas européen non plus. Est-ce qu'on va réussir à faire des robots européens, des robots français avec vous? On y croit. On y croit. Parce qu'il y a un sujet de souveraineté, vous l'avez évoqué. Il y a un autre carburant dont on parle Ouais. peu, c'est celui de la data. Donc il y a un vrai sujet de Ouais, alors souveraineté. il y a plusieurs batailles. Mm. Déjà pour rebondir sur le premier qui est le financement, qui est quand même la première bataille. On l'a compris. Pour resituer quand même, Icobot était en cours de levée de fonds en 2020. En 2020, on s'est pris les pieds dans le tapis avec la crise. On était sur une levée de fonds de 4 millions d'euros. La crise tombe, on est lié à l'industrie. La levée de fonds se décale. Heureusement qu'on a quand même des partenaires financiers qui ont cru dans le projet, notamment les banques, qui nous ont épaulés. Et on arrive à aujourd'hui où on est sur le solde. Il faut rembourser les PGE, il faut rembourser les dettes, etc. Sauf qu'entre-temps, le marché a pris une claque avec des délais d'approvisionnement à plus de 58 semaines pour certains composants stratégiques, donc ce qui met un coup dans le sujet. L'Ukraine qui bouleverse beaucoup d'industriels de chaînes logistiques. Voilà. Et donc on arrive dans un phénomène qui est complexe. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a survécu, moi comme d'autres confrères du secteur, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est effectivement comment créer des leaders de demain. Les leaders de demain déjà vont être grâce à des plans et en fait le même parcours que ce que Julien a expliqué. Aujourd'hui on a un produit, c'est une voiture autonome quasiment, petite mais qui va transporter des charges. Pour réussir à industrialiser et à passer cette étape-là, c'est pas avoir des tickets de 1 million, 2 millions, ou c'est pas sur des fonds propres ou sur du chiffre d'affaires que l'on va produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des investissements où il y a des créations d'usines, il y a effectivement de l'emploi, il y a structurer une supply chain et travailler avec des partenaires. Donc effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est comment on peut avoir un écosystème qui soit fédéré à cette cause-là, qui est une vertu. La robotique, c'est pas remplacer l'homme, c'est aider l'homme dans son environnement, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que soit c'est un métier qui est très dangereux, qui a risque, il vaut mieux que ce soit une machine qui le fasse. Si les personnes risquent de décéder, de mourir, si elle a des problématiques de santé, de TMS à fort risque, la machine doit être là pour faire ça. Si la personne a un métier rare, comme usineur, comme des métiers en tout cas industriels assez complexes, la machine doit être là pour effectivement augmenter la personne, pour lui enlever tous ces déplacements. Et la problématique que l'on a derrière, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de refaire la même chose que la partie téléphonie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fonds d'investissement qui sont super intéressés par la robotique, qui trouvent ça génial, c'est magnifique, etc. Mais c'est compliqué. Vous êtes en train de monter une industrie avec un produit qui se déplace, avec des complexités technologiques. Mais en fait, pas du tout, on sait faire. On est quand même dans l'un des pays au monde qui a quand même lancé des parcs nucléaires, qui a l'industrie aéronautique. On a quand même des confrères, on a quand même des gens qui sont leaders de ces domaines. Il faut qu'on s'en appuie, il faut qu'on avance. Donc en fait, réussir aujourd'hui le combat qu'on a perdu sur la partie téléphonie, c'est juste de se recentrer en local, donc ce que vous disiez, sur des batailles locales, d'être concerné par les besoins des industriels locaux, de travailler ensemble main dans la main avec des mains dans la main, pour pouvoir effectivement recréer une dynamique. Ce que font très bien les Américains, où une technologie américaine en robotique commencera aux États-Unis, marchera très bien aux États-Unis, et ensuite
passera à l'international, ce que font très bien les Allemands avec tout leur protectionnisme, où la technologie sera développée en Allemagne et sera d'abord pour un marché allemand, puis ira à l'international. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est que si on veut, entre guillemets, survivre dans la technologie, il faut d'abord qu'on commence par l'international pour ensuite aller en France. Parce que quand on est en France, on a 3 fois plus d'exigences sur une start-up que l'on va avoir sur un industriel lambda. Parce qu'on va espérer qu'il va faire toute l'innovation, il va imaginer un produit éco-responsable, il va être capable de motiver ces gens en les payant soi-disant mieux et plus cher, il va être capable de tenir ses convictions jusqu'au bout. Voilà. C'est le gros défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en demande effectivement beaucoup à l'innovation. Et l'innovation, si on répète, 80% des startups qui ont... à la 5e année des startups, 80% des startups ont disparu. Donc au final, aujourd'hui, on est en train de dire il faut innover, il faut aider l'industrie, il faut aider la décarbonation. Oui, mais il faut qu'on mette les moyens pour aider justement ces industriels à reprendre des postes de leader qu'on a connus par le passé dans la téléphonie ou dans d'autres secteurs. Bon, la résilience, ça passe aussi par des convictions et du Ouais. militantisme, on le comprend bien à travers vos propos. Sébastien, c'est aussi le mantra qui vous anime au quotidien chez Hoffmann. S'attacher à ce que toute création d'une valeur économique soit directement corrélée à la création d'une valeur environnementale. Ce couple-là, il est indéfectible chez Hoffmann. Et dès le départ, en fait, et depuis le départ, en fait, Il se transforme en acte, très concret. C'est pas de la com, on n'est pas dans le cosmétique. Là. Nous, chez Hoffmann, c'est vrai que je dis souvent qu'on n'a pas besoin d'avoir un logo vert pour être vert. On est nativement vert, en fait. La société a été créée en fait sur ce fondement-là, et nos produits, en fait, sont à la base réellement décarbonés. Donc c'est ce qui fait aussi, si vous voulez, qu'aujourd'hui, même en termes de positionnement vis-à-vis de nos concurrents, on est identifié comme ça, sans devoir communiquer en fait à outrance sur le sujet. Maintenant, on est aussi dans un environnement, si vous voulez, qui est trusté par des majors du ciment, pour ce qui nous concerne. Et ces majors, si vous voulez, même si elles font des efforts, parce que je rejoins vos propos, en fait, ces majors en fait, font des efforts aujourd'hui pour réduire leur émission de CO2, mais bon, elles font des réductions de l'ordre de 15, 20, 30%. Quand nous, en fait, on propose des produits à moins 80% d'émissions de CO2, on est à leur objectif qu'ils se sont fixés eux-mêmes pour 2050. Donc on a pratiquement 27 années d'avance sur eux. Maintenant, c'est facile tous les jours d'être un pionnier, là, d'être ce petit poussé, ce caillou dans la chaussure. C'est pas facile parce que vous faites taper dessus régulièrement. On vous met des pots de banane aussi sur votre chemin assez souvent. Maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on est en train de passer un cap chez Hoffmann, et notamment grâce à l'international, qui nous apporte en fait une notoriété supplémentaire. On vient de signer un très très beau contrat là, en Arabie Saoudite pour construire en fait plusieurs usines Hoffmann dans le pays, donc à Riyad, à Jeddah et ailleurs. Donc, des étrangers nous font confiance, viennent capter, je dirais, l'innovation de rupture française. Et c'est vrai que moi, je suis assez subjugué parce que j'ai signé le contrat en fait au mois de juillet avec eux. Ce contrat s'appuie sur 3 grands piliers, le versement d'un droit d'entrée pour avoir accès à la technologie, le versement de royalties et ensuite l'achat d'un prémix. Et le calendrier qui m'a été fourni il y a maintenant à peu près 3 semaines par les Saoudiens est le suivant. Ils vont lancer la construction de l'usine en janvier 2024. On a signé le contrat en juillet 2023. D'accord ? Moi, il m'a fallu pratiquement 30 mois pour mener à bien, et encore, ça a été extrêmement rapide, toutes les autorisations administratives en fait, qu'on a dû mener pour lancer la construction de notre tour en fait, et notre cimenterie verticale. Donc vous voyez bien un peu l'avance et la rapidité à laquelle ils vont. Voilà, il y a un choc de culture. Mais c'est ce qui m'anime aussi au quotidien, c'est ce qui anime aussi les collaborateurs Hoffmann, c'est d'avancer, si vous voulez, dans ce sens-là, et surtout d'accompagner nos interlocuteurs, notamment français, pour essayer d'accélérer, si vous voulez, tout ça, notamment en termes de certification, etc. On est un très très beau pays, très puissant, très riche, mais aussi avec énormément de freins quand on veut innover et quand on veut porter des messages de rupture comme nous on les porte.
Merci Julien pour ce message évidemment important, ce choc de simplification qu'on attend et réglementaire et d'accélération, on le voit bien dans votre développement international. Sébastien Eco, pour terminer, parce que le temps passe, on parle de cash, on parle évidemment d'écosystème, on parle d'international et de développement business, on vient de l'évoquer à l'instant avec Julien, mais aussi en local, il y a des écosystèmes qui se créent, vous avez besoin de ressources, d'espace, de foncier, de lieux adaptés. Il y a un projet qui s'appelle les Batignolles, on vous emmène dans l'est de Nantes, bien entendu, c'est un sujet qui est un endroit que vous connaissez bien, un territoire que vous connaissez bien, puisque vous êtes basé à Carquefou. Parlez-nous un peu de ce projet un peu dingue, un peu fou, porté notamment par le groupe Magellan. C'est clair. Donc un peu fou dans un sens parce que d'un côté, il y a Ecobot à faire avancer. L'autre côté, ma difficulté, c'est que c'est très compliqué d'avoir un écosystème où on a nos confrères, nos concurrents en local, on a une chaîne déjà en place avec des formations en robotique spécialisée par rapport à des problématiques qu'on va voir, etc. Donc on n'a pas tout ça. On a plein de spots qui sont séparés sur Nantes et en fait on va retrouver des confrères. Alors en robotique, ça va être du drone, ça va être des personnes qui vont faire donc de l'impression 3D de bâtiments, des personnes qui vont faire de la soudure et on va retrouver des compétences qui sont complètement étalées sur le territoire. Ce qui est difficile parce que quand vous êtes jeune start-up, vous allez voir des fonds d'investissement. Quand le fonds d'investissement va venir, s'il peut avoir 3-4 personnes identiques dans la pépinière, il va gagner son temps, il va optimiser, il va aller plus vite. Et puis après, vous avez la problématique. Une start-up, quand elle fait de l'innovation, il faut savoir que 20% des équipements qu'elle achète va être utilisé réellement. Le reste, on ne va pas faire de la production pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on fait de l'innovation. Donc on va produire les premiers prototypes, on va produire la première pré-série. Et pendant ce temps-là, le matériel ne va pas être utilisé à sa totalité. Néanmoins, vous avez dû acheter tous les outils. Et puis l'autre loi, on va dire, pour rester poli, de l'ennui que l'on a, c'est quand vous êtes start-up, vous avez besoin de mètres carrés, ou en tout cas jeune société, où vous n'avez pas des comptes appropriés, vous avez vos propriétaires qui vous demandent des garanties de loyer, qui vous demandent 1 an de loyer, 6 mois de loyer, 9 mois de loyer, etc. Et là, il faut sortir du cash. Du cash que vous n'avez pas forcément, qui est bloqué alors que vous en avez besoin pour développer votre technologie, ou en tout cas pour atteindre le premier proof of concept, pour définir, valider que ça apporte vraiment son sens en industriel, et du coup, ça devient compliqué. Donc, au tout début d'Ecobot, tous les produits étaient conçus dans une pépinière d'entreprise, bureau moquette, donc pour faire simple, qui s'appelle le Hub Créatique, qui est au nord de Nantes, dans lequel on a monté des cabines peinture. Donc, je dis bureau moquette. On a monté des cabines peinture, on a monté des ateliers dans lesquels on faisait du meulage, du ponçage, voilà. Parce qu'on n'a pas de lieu aujourd'hui approprié. La difficulté de la robotique, c'est qu'on travaille avec des gens qui développent de la donnée, qui vont être à côté de la technologie. Et il va leur falloir un environnement, une température appropriée pour pouvoir travailler dans des conditions acceptables. Alors, fort de cette expérience. Voilà, fort de cette expérience. 2018. Nantes Métropole Aménagement vient me voir sur un projet bâtiment qui s'appelle les Batignolles, qui sont à côté de anciennement ACB, donc Ariès et le groupe Kelvion. Juste en face de Saunier Duval. Juste en face de saluer nos amis. Voilà. Et du coup, je m'engage dans ce projet en disant il nous faut un lieu un peu fédérateur dans lequel on va voir les nouveaux outilleurs de demain, les gens qui vont développer des nouvelles technologies pour aider l'industrie, le manufacturing dans son écosystème. De ça, je participe pendant 2 ans au démarrage du projet foncier, etc. En parallèle donc de l'autre histoire, Ecobot. Et en 2020, malgré ce qui s'est tombé, donc le Covid, on échange avec un partenaire foncier, le groupe Magellan, donc Steven Perron, donc maintenant Magellim, et on partage une vision à peu près identique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de créer des écosystèmes. C'est-à-dire qu'un écosystème, aujourd'hui, pour développer des startups, c'est pas du foncier, c'est pas juste des écoles, c'est pas juste des lieux, c'est pas tout ça séparé. Donc l'idée, c'est de créer en fait un lieu qui s'appelle la Forge des Batignolles aujourd'hui, dans lequel on va pouvoir attacher un fonds d'investissement privé pour permettre aussi le démarrage, parce qu'il faut avoir des industriels aussi qui croient dans le sujet, donc là c'est toute la thématique qui se passe en parallèle, et d'avoir un lieu industriel pour faire du co-building, pour partager des moyens industriels, moyennant bien sûr un certain nombre de contraintes réglementaires sur les brevets, j'en passe, mais en tout cas d'avoir ce lieu de partage, et qui se mettent dans un écosystème pas compétitif de ce qu'on peut voir aujourd'hui au niveau des universités, donc la L6 par exemple, ou ce qu'on va avoir sur certaines écoles, type Centrale, etc. Le but du jeu, c'est d'aller prendre l'étape d'après. C'est-à-dire que la démonstration entre guillemets, du premier essai est fait, et on a besoin de penser à l'industrialisation. Et la pré-industrialisation aujourd'hui, c'est des contraintes industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comment je gère un disque de meuleuse. Les disques de meuleuse se périment.
Les jeunes de 20 ans, qui n'ont pas, en tout cas les ingénieurs qui n'ont pas suivi les bonnes formations là-dessus, ils ne le savent pas. Donc c'est de les accompagner dans ces risques industriels. Le stockage de batteries. Aujourd'hui, si vous mettez trop de batteries lithium dans un endroit, vous pouvez mettre le feu au bâtiment. C'est ce qui s'est passé à Lyon. Certaines startups ont coulé à cause de ça, malheureusement, parce que les gens n'ont pas fait attention et ne le savaient pas. Alors, besoin de moyens, besoin d'espace. On ne peut pas toujours Et pousser les d'accompagnement. murs. Là, on va parler de 10 000 m². Voilà. Je vous propose de découvrir justement ce format en vidéo, quelques images pour se replonger dans l'histoire, après-guerre évidemment, et de parler de l'avenir à court terme, janvier 2024. Ambitieux en tout cas d'ouverture de ce site. On découvre ce format et on se retrouve juste après. Décentraliser la grosse industrie parisienne, on est venu créer à Nantes, capitale industrielle de l'Ouest, la plus jeune des usines françaises de construction de locomotives. Sur 17 hectares aménagés, 7 sont couverts par 13 vastes ateliers dont les lignes modernes et harmonieuses convergent vers l'immense hall central de montage de 150 mètres de long. À ce puissant ensemble de moyens de production, une grande équipe d'hommes donnera la vie en lui apportant leurs intelligences, leurs initiatives et leurs efforts. Leurs intelligences, leur initiative et leurs efforts, on pourrait le reprendre comme ça, dans ce ton-là, Olivier. Je voudrais réagir à cette vidéo. Il y a quelque chose un peu émouvant, évidemment, dans ces images, mais de très sérieux dans ce que dit Sébastien, dans cette réhabilitation, dans cette poursuite, finalement, de cet engagement industriel qu'on a pas toujours... En fait, on réinvente rien, on continue, on poursuit ces engagements sur les territoires avec ces projets-là. Forgerons du 21e siècle. C'est une superbe illustration. J'ai souvent dit que j'aimais pas trop je préférais le terme renaissance industrielle à réindustrialisation, parce que c'est pas les mêmes usines, c'est pas le même paradigme, environnement, humain, souveraineté qu'on est en train de développer. Et je pense que c'est une très très belle illustration. Et effectivement, je rejoins l'analyse qui a été faite. On a de l'argent, on a des moyens pour faire le prototype. On commence à avoir de l'argent, c'est pas facile pour la première usine. Entre les deux, la phase de pré-industrialisation, de certification est totalement inconnue ou trop inconnue de l'accompagnement public. Vous avez parlé de la certification. Les startups numériques, elles n'ont pas besoin de certifier leurs produits. En revanche, le logiciel ne se certifie pratiquement pas par rapport à toutes les réglementations qu'on a empilées pendant des décennies sur les produits industriels. Et donc, il faut accompagner. L'autre point que je voudrais faire, et qui est, j'ai un petit regret de ne pas avoir utilisé le mot, regardez les gens qui sont là, regardez, on arrivera à avancer par de la coopération. On a mis en avant le concept de concurrence, de compétition, comme stimulation de l'innovation, etc. Ça a marché, ça a donné des résultats. La France est un pays riche, l'Occident est globalement riche. Mais dans le nouveau paradigme dans lequel on est, et notamment en France avec une industrie qui est faible, nous n'y arriverons pas sans coopération, sans écosystème. La coopération, c'est des femmes et des hommes de tout âge qui collaborent, qui travaillent ensemble. C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de local, c'est quelque chose de territorial qui s'ancre dans des projets de développement d'un territoire, d'une métropole. Et voilà pour cette coopération au service de cette résilience industrielle. Olivier, Sébastien, Florence et Julien, on peut les applaudir tous les quatre, bien sûr, pour leur expression et leur témoignage dans cette première brique de cette deuxième édition de Rail.